Le Xinjiang, un lieu riche en culture et en histoire profonde. Dans cette vidéo, je rends visite à une famille ouïghour musulmane pour découvrir leur mode de vie et leurs expériences. Nous allons maintenant goûter certains de leurs plats. Goûtons à cela. De leurs traditions à leurs moments quotidiens, j'en apprends aussi davantage sur la Chine elle-même. C'est un voyage dans un monde que peu de gens ont l'occasion de voir. Alors venez avec nous et découvrons-le ensemble. Mais actuellement, nous sommes dans un endroit où 7 ethnies différentes, les Ouïghours, les Han, les Kazakhs, toutes nos autres sortes d'ethnies de toute la Chine vivent ensemble. Vous vous demandez peut-être « Waouh, Jack, ça paraît étrange, peut-être même faux. Pourquoi ?» Eh bien, l'une des personnes principales sur cette grande photo de groupe ici, vous pouvez le voir à l'avant. Il est le chef de cette famille qui a réuni toutes ces ethnies. Ces personnes se sont mariées pour former une grande famille et aujourd'hui nous allons chez eux. C'est donc vraiment intéressant de voir comment les Han et les Ouïghours se sont entendus. Donc oui, je suis vraiment curieux d'en apprendre plus à ce sujet et de comprendre de quoi il s'agit parce qu'on n'en entend pas vraiment beaucoup parler. Eh bien, nous venons d'entrer chez eux et oh là là, c'est vraiment une expérience très locale. Je suis encore un peu choqué par le fait qu'ils vivent tous ensemble. Je pense que cela fait partie de leur activité, comme accueillir des gens. Ouïghours, Han, Kozik, c'est tout un tas d'autres ethnies différentes. Donc oui, d'une certaine manière, c'est un peu flippant parce que la maison est tellement vieille et on ne voit normalement pas de vieilles maisons comme ça en Chine. D'une autre façon, c'est chaleureux et l'ambiance est sympa. Leur photo de famille est ici. Super cool. D'accord, on va bientôt goûter à certains de leurs plats. Goûtons ça. Vraiment bon. Je quitte leur maison maintenant et waouh, quelle expérience incroyable c'était d'être là-bas avec tous les gens du coin et de manger la nourriture locale. En parlant de ça, en fait, beaucoup de ces aliments venaient directement de leur maison. Presque tout ce que nous avons mangé aujourd'hui venait de leur jardin, où était préparé maison à partir de zéro. Une partie de la compote de pommes dans cette pâtisserie, c'était vraiment à tomber par terre. Donc on est juste chez ce gars du coin et il prépare de la viande ici. Et il a aussi tout un autre potager et il cultive des pommes. Tellement frais, c'est vraiment génial de voir les gens du coin vivre ici et de découvrir leur culture pour de vrai. C'est vraiment, vraiment cool. C'est aussi super de voir ces vieilles maisons. Vous pouvez voir ici en bas qu'il a même une mini-ferme avec des oies, des poules et ici, ils ont aussi des pigeons. Regardez ces pigeons, oh là là. Et ils ont aussi du foin. Oh, regarde ça. Trop cool. Voilà le vrai, hein, le Xinjiang authentique, juste ici, cet homme du coin. Et tu peux voir ici le bœuf et ici le poulet. J'adore ça, hein, c'est vraiment trop cool. Voici la Chine authentique, un magnifique potager. Cueilli, mangé. Tellement frais, tellement beau. Sophia, qu'en penses-tu? C'est magnifique. N'est-ce pas? Je n'ai jamais vu ça, mais c'est quand même immense. N'est-ce pas? Et c'est tellement cool de voir la vie locale ici en Chine, non?
C'est aussi authentique que possible. C'est vrai. La ferme d'un vieux monsieur qui fait de la boucherie, cultive des légumes, de belles pommes. Oh, regarde ça, des pigeons. Je me demande ce qu'ils font avec ça. Peut-être pour la viande? Je ne pense pas que les gens mangent du pigeon, non? Je ne sais pas. Dites-le nous en commentaire si les gens mangent du pigeon. Peut-être. Waouh! Donc c'est ici que Li Wei fait sécher toute la viande locale qu'il a préparée. Vous pouvez voir ici, il a aussi du poulet et des oies que nous venons de voir tout à l'heure. Et ici, ils ont les feux de cendre. C'est donc ici qu'ils fument tout. C'est vraiment incroyable. C'est tellement local. Ce gars est une légende. Donc actuellement, nous sommes chez le voisin du gars qui coupe la viande. Comme vous le voyez, il y a bien plus d'ambiance locale ici. J'adore, c'est la vraie Chine. On dirait que cette personne est une sorte de cordonnier. Ou peut-être que c'est juste leur entrepôt pour les chaussures. Alors, je ne suis pas sûr. Mais encore une fois, un autre magnifique jardin rempli de fruits et des fruits remplis de légumes et de fruits. Ils ont de la musique qui joue. Et ici, c'est l'endroit où ils se détendent, s'assoient et boivent du thé. Une ambiance tellement locale, vraiment locale. J'adore ça. Et bien sûr, il faut absolument avoir le canapé qui est dehors. Ce ne serait pas Ouïghour sans ça. Donc son voisin est en train de cueillir quelques raisins pour nous. Waouh! Oh waouh, assez sucré. Oui. Très agréable. Waouh! Du raisin directement de la vigne, j'adore ça. D'accord, donc nous sommes actuellement dans l'un des musées ici. Et ce musée montre en fait comment les Kazakhs et les Ouïghours organisaient leur vie dans les années 50 et 60, à l'époque où ils établissaient cette province. Et ici, vous pouvez voir tous les différents anciens objets qu'ils avaient dans leur maison, les téléviseurs, l'ancien boulier de montagne, ce qui est vraiment, vraiment génial. Et tout un tas d'autres objets différents qu'ils avaient dans leur foyer. Et nous pouvons aussi voir ici le type de travail qu'ils faisaient autrefois, les différents travaux agricoles et les différentes choses qu'ils utilisaient pour construire cette ville à l'époque. Puis l'installation de routes et d'infrastructures. C'est donc très intéressant d'en apprendre davantage sur la culture ici et aussi sur l'histoire de la façon dont ils ont construit cette province. Donc cette petite chose que vous voyez ici, c'est un os de mouton. Au Népal, les enfants jouent avec des pierres, alors qu'en Chine, ils jouent avec des os. Au Népal, on utilise des pierres au lieu d'os de mouton et on joue de cette façon. On joue à Gotha, on appelle ça Gotha, et surtout on y joue parce que nous sommes New Worth, et oui, c'est tellement intéressant qu'au Népal, on y joue avec des pierres, mais en Chine, on y joue avec des os de mouton. Et celui-ci, c'est quoi? Je ne suis pas certaine, mais il me semble que Danlikyo était autrefois le jeu national du Népal. Mais plus tard, ils ont pensé que c'était trop dangereux à jouer, donc maintenant ça a changé. Oui, c'est très intéressant de savoir que ce jeu existe aussi en Chine. Waouh, cette partie est vraiment loin du Népal. Mais dans un pays différent. C'est si similaire, trop cool. Ouais. Une partie de ce musée qui est en fait un peu effrayante, c'est à quel point ces personnes ont l'air réelles. Regardez ça, c'est juste... Oui, c'est fou. Ce gars-là nous ressemble, on dirait qu'il va me faire une blague. Ces personnes sont aussi visibles ici. Oui, mais ils ont quelques expositions sur ce à quoi ressemblait la vie il y a 10, 20, 30 ans. Regardez cette voiture ici. Elle est dans une tempête de neige. Oh. Trop cool. J'ai voyagé dans le temps. Je suis dans le passé et j'ai envie de me faire couper les cheveux maintenant. Ils proposent ici une coiffure très ancienne. Sophia va bientôt se faire couper les cheveux. Je veux ce genre de coiffure. Cette coupe de cheveux? Oui. D'accord, pas de souci. Je prends ça vite. Regarde ce vieux sèche-cheveux, chérie. C'est incroyable. J'adore qu'on puisse tout toucher et sentir.
Super cool. Oui, tout l'ancien équipement, regarde la vieille chaise, waouh. De belles femmes. Ouais. Incroyable, mais pas aussi belle que toi. D'accord. Donc en ce moment, en fait, ils sont en train de graver des œuvres d'art sur ces gros légumes. Et la raison pour laquelle ils utilisent ces gros légumes, c'est qu'ils sont considérés comme très porte-bonheur. Ils écrivent toutes sortes de caractères chinois qui portent chance, mais vous pouvez voir ici à quel point les petites œuvres d'art sont complexes. Je viens d'essayer tout à l'heure, c'est vraiment difficile et il y a tellement de détails fins. Je manque de patience, mais c'est fascinant de voir leur méthode. C'est incroyable. Bonjour à tous, depuis le parc folklorique de Kenijing. Je ne sais pas vraiment ce que cela signifie ou ce que cela implique, mais passez une autre journée avec nous ici dans la province du Xinjiang à explorer l'ambiance rurale et locale ainsi que la culture authentique de cette province incroyable ici en Chine. Ils ont déjà commencé à danser. Ils ont déjà commencé à danser? Alors allons voir ça. Ils ont cet outil ici et je vais demander à Sophia de le tenir. La caméra est là. Ils prennent l'outil et le mettent autour de leur taille. Puis ils creusent et veulent reculer là-bas. Comme ça, en creusant comme ça. C'est comme... Ils ne se tenaient pas debout car c'est impossible sous terre. Ils avaient donc besoin de cet outil. Exactement, oui. Ça les aidait aussi pour beaucoup d'autres choses. Donc on vient d'apprendre sur ce berceau, non? La partie la plus intéressante, c'est celle-ci. Regardez les gars, là-dessous, il y a un trou dans le berceau. À quoi sert-il, Sophia? Donc ils font caca et pipi par là, par ce trou. C'est complètement fou. Donc le bébé est attaché avec ses sangles ici et ils peuvent bercer le bébé pour l'endormir. Alors, fais-nous une démonstration. Mais quand ils travaillent dehors dans les champs, c'est la meilleure chose. Le bébé fait caca et pipi ici et il détermine le sexe selon la couleur de... S'il y a plus de vert, ça veut dire que c'est un garçon. Et s'il y a plus de rouge, ça veut dire que c'est une fille. Alors celui-ci, c'est un garçon ou une fille? Je ne sais pas. Eh bien, est-ce qu'il y a plus de rouge? Oui. Oui. Une fille, un non? Oui. Ici, vous voyez le lit traditionnel. C'est comme un balcon. Salut. Nous sommes maintenant dans ce musée. On ne va pas vous ennuyer en vous montrant tout, mais plutôt partager des faits intéressants. On va vous montrer quelques extraits. Allons-y. Alors ici, les gars, c'est un couvre-chef en bois pour hommes. Et je n'ai aucune idée de comment ce gros objet en bois pourrait tenir sur la tête de quelqu'un. Genre... Quoi? Et pourquoi? Mais je ne sais pas. Ils l'ont eu pendant environ 400 ans, mais il a presque 1800 ans. Oh là là, regarde ça. C'est comme ça qu'ils le mettaient sur leur tête. Oh, d'accord. Je pense que comme les Chinois avaient les cheveux longs à cette époque, ils devaient simplement l'attacher dans leurs cheveux. Oh, peut-être que c'est comme ça que ça marche. Oui, regarde, il y en a une juste là. Il y a des cheveux longs, peut-être. Oui. Nous sommes à... Zone portuaire internationale de Uramki.
C'est ça, donc aujourd'hui nous sommes à Ürümqi et nous ne faisons pas ce que la plupart des youtubeurs font habituellement ici à Ürümqi, au Xinjiang. Aujourd'hui nous allons explorer quelque chose de différent, un port terrestre. Vous vous demandez sûrement ce que c'est. Je connais les conteneurs d'expédition et les ports maritimes. Un port terrestre sert à transporter des conteneurs par rail. Voici donc le port principal d'où les conteneurs ferroviaires sont envoyés partout en Chine, partout en Asie centrale et partout et dans les pays voisins jusqu'en Europe. Alors oui, accompagnez-nous aujourd'hui et découvrons les particularités de Ürümqi. D'accord ? Comme vous pouvez le voir sur cette carte ici, vous pouvez voir comment toutes les différentes routes depuis Ürümqi vont partout dans le monde jusqu'en Europe. En effet, l'initiative La Ceinture et la Route de la Chine a construit une immense infrastructure pour exporter les marchandises chinoises mondialement. Il ne dépend non plus uniquement des expéditions maritimes. Le rail permet une arrivée directe et rapide. Je dois dire que c'est une expérience extrêmement rare de pouvoir filmer des employés du gouvernement chinois travaillant avec leurs écrans, leurs documents, dans une installation gouvernementale et surtout à la douane chinoise, ce qui est tout à fait inédit. Sophie et moi avons eu un accès exclusif aujourd'hui. Je suis donc vraiment content que nous puissions vous montrer quelque chose qui n'a probablement jamais été montré sur YouTube auparavant. Donc derrière moi, il y a les produits qui sont envoyés partout dans le monde. Et pour une raison quelconque, je pensais que c'était à vendre. Partout où nous allons, elle essaie toujours d'acheter quelque chose. D'accord, nous sommes maintenant dans un endroit que vous ne verrez sans doute dans aucun vlog en visitant la province du Xinjiang. Nous sommes au Centre international du commerce des textiles et des vêtements. À l'époque de la route de la soie, lorsque celle-ci passait par ici, la province du Xinjiang était connue pour ses textiles, ses tapis, ses magnifiques robes et toutes sortes de vêtements et de matériaux pour tapis. C'est ce qu'ils ont recréé ici aujourd'hui en restaurant l'histoire de ce qu'était autrefois le Xinjiang et en utilisant les techniques qu'ils emploient depuis des années. Nous allons donc entrer dans ce tout nouveau bâtiment et découvrir ce qu'ils ont à offrir. Es-tu impatient de voir les tapis, les vêtements et tout le reste ? Oui, j'ai hâte de l'acheter. On pourrait acheter des choses pour notre maison au Népal. Allons-y, youpi! Donc juste explorer cet endroit, c'est vraiment incroyable. Ça montre dès le début comment le coton est récolté jusqu'à la fin et comment il est expédié vers le reste du monde, juste depuis les ports où nous sommes actuellement. Donc je vais commencer par le coton. Comme vous pouvez le voir ici derrière moi, c'est le coton qui est récolté dans les champs de coton. Celui-ci est récolté, puis trié, puis transformé en beau coton, puis filtré pour devenir un fil. Ce fil est ensuite traité, puis transformé en fil de différentes couleurs. Et à partir de là, il est fabriqué et transformé en différents motifs pour diverses œuvres d'art, différents tapis, différents vêtements et différents habits. C'est absolument incroyable de voir ce qu'ils font depuis la récolte du coton jusqu'à son traitement, puis la création des motifs et enfin l'expédition vers le reste du monde.
plutôt bien. D'accord. Allons voir à quoi ressemble Sophia. Ok, j'ai Sophia. Elle a l'air trop cool. Oh là là. Nous ressemblons tous deux à Kazik. C'est vraiment cool. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-nous un commentaire. Que pensez-vous de nos tenues? Une note sur 10 serait super. D'accord, ma chérie, il est temps pour une danse traditionnelle. D'accord, Sophia porte sa deuxième robe. Ça a l'air super. Waouh, génial. Magnifique. Merci. D'accord, donc en ce moment, nous sommes devant. Où sommes-nous, ma chérie? Nous sommes chez Xingjian Pharmaceutique Médecine Ouïghour. Oui, c'est ça. Donc, nous allons découvrir la médecine traditionnelle ouïghour, comment elle est transformée ici et ce qu'ils font pour, oui, mettre en œuvre les pratiques de la médecine traditionnelle dans toute la Chine. Apparemment, cette entreprise, celle-ci même, a réellement aidé des gens pendant le Covid en soignant et en restaurant le système respiratoire. Nous allons beaucoup apprendre aujourd'hui. Voyons cela. Et l'odeur est déjà très forte. Oui, on sent déjà comme une odeur de médicament. Sophie. Oui. Allons-y, donc c'était vraiment intéressant. Nous avons appris comment toute cette opération fonctionne depuis environ une demi-heure. C'est drôle parce que 90% de cette entreprise est en fait entièrement automatisée grâce à la technologie et il ne faut qu'environ 5 ou 6 employés sur place pour gérer les opérations quotidiennes de fabrication de ce médicament. C'est donc vraiment fascinant de voir à quoi ressemble une entreprise futuriste et il est intéressant de prédire à quoi ressembleront les entreprises à mesure que la technologie progressera à l'avenir. D'accord ? Nous sommes maintenant dans la zone des produits et ce que je trouve vraiment intéressant à propos de ces produits, c'est que 70% des ingrédients de ces médicaments proviennent directement du Xinjiang. Et il y a probablement certains ingrédients juste ici. Waouh. Bon, ouais. Oui, c'est bon. Verse-moi ton granité. Je vais en goûter un peu. C'est bon. D'accord, je tente. Le rouge à lèvres de Sophie est là. Ouah, c'est fort. Eh bien, ça doit être bon pour la santé alors.